بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir définition des systèmes temps réel. On va commencer par notion du temps réel. Nous avons toujours que le temps réel par opposition au temps logique. Le temps réel implique un temps physique, temps mesurable. Pour les systèmes temps réel, donc avec des contraintes exprimées à l'aide du temps physique. La définition, vous avez l'intervalle de temps compatible avec le rythme réel d'arrivée des données et à l'intérieur duquel un ordinateur peut effectuer les traitements nécessaires. Cette définition est tirée à partir du petit Robert. Le temps réel, c'est un résultat juste, mais hors délai, est un résultat faux. Répondre en temps réel à des stimuli. A real-time system is defined as a system whose correctness of the system dependent not only on the logical results of computation, but also on the time at which the result is produced. Voici des exemples de contraintes de temps réel. Premièrement, prélever la température toutes les 5 secondes. Déclencher l'airbag au plus tard 10 millisecondes après l'impact. Envoyer 25 images par seconde. Lancer la sirène de l'usine à midi. Mettre à jour l'état du stock au plus tard 10 minutes après la vente de produits. Des exemples de comportements non temps réel, c'est prendre 48 heures pour prédire le temps qu'il fera le lendemain. Calculer un seuil de vente ou d'achat d'actions au debout de 7 jours. Arriver à 9 heures pour prendre le train de 8h30. Les domaines d'application, on les trouve dans les installations industrielles, soit chimiques, nucléaires, automobiles, etc. Deuxièmement, pour le contrôle et régulation de trafic en milieu urbain, les systèmes embarqués pour les voitures, les trains, etc. Dans le domaine d'application, comme domaine d'application télécommunications, l'avionique et aérospatiale, le domaine militaire, multimédia et web pour les téléconférences, téléachats, etc. Domotique et jeux, médecine, télémédecine, réalité virtuelle, un travail coopératif et autres. Pour les contraintes de tâches, vous avez le modèle simple ou bien ce qu'on appelle les tâches périodiques. Exemple, mesure de température. Première activation, vous avez un délai critique entre R0 et R0 plus D. La première échéance. Deuxième activation entre première échéance et deuxième échéance avec un délai de R0 plus P. Pour la deuxième échéance, vous avez R0 plus P plus D jusqu'à la IM activation et IM échéance. Sachant que R0 représente la date de première activation, C représente pire délai d'exécution qui est égal le maximum de A plus le maximum de B plus le maximum de C. D représente le délai critique, P la période. Si vous avez P égale à D, donc c'est une échéance sur requête. Quels sont les principaux algorithmes d'ordonnancement et de tâches périodiques indépendantes? Premièrement, à priorité statistique, vous avez rate monotonique fondé sur les périodes. Vous avez deadline monotonique fondé sur les délais critiques. Pour à priorité dynamique, vous avez earliest deadline first, ce qu'on appelle le EDF, fondé sur les échéances. Vous avez laxity first, le LLF, fondé sur la marge de manœuvre restante. Pour rate monotonique, les décès Liu et Leyland en 1973, le principe, vous avez une priorité qui est égale à F, la période,
plus petite période, ce qui implique plus prioritaire. La priorité est inversement proportionnelle, pardon, à la période. Donc, la priorité égale la fréquence. RM est optimal pour PI égale à DI, donc condition d'ordonnabilité pour PI égale à DI. CS, c'est le théorème de la limite d'utilisation utilisé par Louis 73. Sachant qu'on doit calculer la formule de U de n qui est égale à une somme pour I variable 1 jusqu'à n de CI sur PI inférieur à n multiplié par 2 à la puissance 1 sur n moins 1. Donc, par exemple, si vous avez U2 égale à 0,823, U3 prend la valeur 0,580 jusqu'à UN qui est égal log 2 quand n tend vers l'infini. Vous avez RM n'est pas optimal pour pi supérieur à DI et RM n'est pas optimal pour l'ordonnement non préemptif. On va prendre un exemple. Si vous avez R1 égale à R2 égale à 0, D1 égale à P1 égale à 6, C1 prend la valeur 2, D2 égale à P2 égale à 9, C2, 3. Donc, vous avez la priorité 2 inférieure à la priorité 1. Voici sa représentation sous forme de schéma pardon, pour T1 et T2. On doit calculer U qui est égal dans ce cas 0,67 pardon, inférieur à 2 multiplié par 2 à la puissance n demi moins 1. On aura comme résultat U égale à 0,83. Donc, CS est vérifié. Exemple numéro 2, vous avez R1 égale à R2 égale à R3 égale à 0, D1 égale à P1 égale à 6, C1 égale à 2, D2 égale à P2 égale à 9, C2 donc prend la valeur 3, D3 égale à P3 égale à 18, C3 4. Donc vous avez la priorité 2 comprise entre 3 et 1, parce que 3 est compris entre 2 et 4. Donc, pour la représentation des temps T1, T2 et 3, vous avez sur le schéma suivant. On va calculer U, donc, est égal à 0,78. Dans ce cas, le CS n'est pas vérifié. Concernant le deadline monotonique, l'idée c'est de Long et Whitehead en 1982. Le principe, c'est que la priorité, pardon, égale à fréquence, donc c'est un délai critique. Plus petit délai critique, donc plus prioritaire. La priorité est inversement proportionnelle au délai critique. L'EDM, le deadline monotonique, est optimal pour l'ordonnement préemptif si vous avez P supérieur ou égal à D. Quelles sont les conditions d'ordonçabilité? La condition d'ordonçabilité, il faut que la somme pour I variable 1 jusqu'à n de CI sur DI inférieure ou égale à n multiplié par 2 à la puissance 1 sur n moins 1. Deadline monotonique est optimal pour le non préemptif. Si vous avez quel que soit I, quel que soit K, le CI inférieur ou égal à CK, donc ce qui implique DI inférieur ou égal à DK. Le deadline monotonique n'est pas optimal pour l'ordonnement non préemptif en général. Pardon? Vous avez un exemple, si vous avez R1 égale à R2 égale à 0, D1 égale à P1 égale à 2, C1 égale à 1, D2 égale à 1, P2 égale à 3, C2 égale à 1. Donc, nous avons ici la priorité 2 inférieure à la priorité 1. Nous avons le RM. Si vous avez la priorité 1 inférieure à la priorité 2, nous avons deadline monotonique. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes, les conditions de temps de réponse d'après le théorème de Odeste et Hall en 1993? Un ensemble de tâches avec DI inférieur ou égal à PI indépendantes et indexées selon leur échéance, c'est-à-dire si vous avez I supérieur à G, ce qui implique DI doit être supérieur ou égal à DG. Donc, il est ordonnançable par deadline monotonique. Si et seulement si, quel que soit I et L, quel que soit I, pardon, y compris entre L et M, vous avez RI égale CI plus la somme de J variable 1 jusqu'à I moins 1 de RI sur PG multiplié par CG inférieur ou égal à D.
Sachant si on va mettre R1 égale à C1, donc RI pour I supérieur à 2 va se calculer de manière itérative comme suit. On fixe RI à la puissance 0 à 0 et on calcule RI1 à partir de RI0, etc. Et on a calcule RIN à partir de RIN-1 et on s'arrête quand RI à la puissance n plus 1 est égal à RI à la puissance n. Les exemples d'utilisation de la condition NS du théorème de Odelsty. Donc, vous avez un exemple des tâches T1 et T2, PI 12, T2 20, pour CI 3 et 6, DI 8 et 7. Donc, on va calculer la somme de I variable 1 jusqu'à 2 de CI sur DI qui est inférieur ou égal à 2 multiplié par 2 à la puissance L sur 2, 1 demi, pardon, moins 1. On obtient dans ce cas la somme, si on va remplacer la somme des CI sur D sur 3 sur 8 plus 6 sur 10, on aura comme valeur 0,83. La condition donc nécessaire de Long et Hodge 1982 non satisfaite. Dans ce cas, si on va calculer pour i égale à 1, nous avons R1 égale à C1 égale à 3, inférieur ou égal à DI qui est égal à 8. Pour I2 égale à 2, R2, ça sera C2 plus la somme de R2 sur pi GCG. Donc, inférieur ou égal à D2, on aura R2 à la puissance 0, 0. R2 à la puissance 1 qui est égal à C2 égale à 6, R2 à la puissance 2 qui est égal à 9, R3, R2 à la puissance 3 égale à 9, inférieur à 10. Dans ce cas, les tâches T1 et T2 sont ordonnançables. Maintenant, pour le Airless Deadline First, l'idée c'est de Liu et Lyland en 1973. Le principe, c'est que l'échéance la plus proche implique tout simplement plus prioritaire. Donc, la priorité est inversement proportionnelle à l'échéance. Nous avons le EDF est optimal pour les systèmes de tâches indépendantes pour P égale à D. Le CNS pour les systèmes à échéance sur requête, vous avez le P égale à D. Pour U inférieur à 1, donc Liu et Lyland en 1973, la condition de CS pour les systèmes avec PI différent à D, vous aurez la somme de CI sur le minimum entre D et PI doit être inférieur ou égal à 1. On va prendre un exemple pour le DF. Donc, vous avez R1 égale à R2 égale à 0, D1 égale à P1 égale à 5, C1 égale à 3, D2 égale à P2 égale à 3, C2 égale à 3. Donc, vous avez la représentation des tâches T1 et T2. Si on calcule U dans ce cas, ça sera 3 sur 5 plus 1 sur 3, donc est égal à 14 sur 15 inférieur à 1. Le système, donc, il est ordonnançable par l'EDF. Maintenant, on va terminer avec la condition nécessaire et suffisante. Donc, c'est la condition de la demande de processeur théorème de Jeffay-Easton en 1993. Un ensemble de tâches avec DI inférieur à PI est ordonnançable par le DFC seulement si vous avez quel que soit T supérieur à 0. T doit être supérieur à une somme pour I variable 1 jusqu'à N de T moins D sur PI plus 1 multiplié par CI. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.